Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le retour de Félix Tshisekedi à Washington. 2 mois après la signature de l'accord de paix avec le Rwanda, le président congolais y a rencontré plusieurs membres de l'administration américaine, dont le secrétaire d'État. Les explications à suivre dans cette édition. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a condamné l'attaque terroriste de ce mardi dans l'ouest du Nigeria et qui a fait 162 morts. Ce mardi, nous irons sur place dans cette édition. L'AGOA est prolongée pour 1 an. L'accord économique phare entre les États-Unis et l'Afrique obtient une extension bien accueillie, mais qui ne rassure pas les industriels et les États concernés. Ils sont à peu près une trentaine. Quel bilan après près de 25 ans? Quelle perspective dans un monde post-AGOA? On en parle ce soir avec notre invité, l'économiste Serge-Éric Meignier. On ouvre ce journal par Washington où Félix Tshisekedi est de retour. Le président congolais a rencontré plusieurs membres de l'administration américaine, dont le secrétaire d'État Marco Rubio. L'occasion de faire le point sur l'application de l'accord de paix qu'il a signé il y a 2 mois avec le Rwanda. Les précisions d'Aurélie Bazara Kibangula. Sur la photo marquant la rencontre, le président congolais Félix Tshisekedi et le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'affichent main dans la main. Le secrétaire d'État a rappelé l'engagement des États-Unis à garantir le respect de l'accord de Washington. Alors publiquement, c'est tout ce qui est ressorti de cette rencontre. Il n'y a pas eu plus de déclarations. C'est du côté du Sénat américain que les déclarations sont les plus fortes. Certains sénateurs pointent l'urgence pour le Rwanda de retirer ses troupes de l'Est congolais et appellent l'administration américaine à prendre des sanctions ciblées. Les sénateurs appellent également la RDC à engager des mesures concrètes contre les FDLR, car depuis la signature de l'accord de paix de Washington, aucune avancée significative n'a été faite sur le terrain, selon le baromètre des accords de paix en Afrique. Les combats se sont même intensifiés ces dernières semaines dans les territoires de Fizi et Walikale. Les rebelles de l'AFC M23 ont aussi revendiqué l'attaque par drone kamikaze de l'aéroport de Kisangani, situé à 500 km à vol d'oiseau de Goma. L'objectif, selon eux, était de détruire le centre de commandement des drones militaires installés dans l'aéroport. On reste dans la politique, mais de l'autre côté du fleuve, où à 82 ans, Denis Sassou Nguesso repart en campagne. Le président du Congo-Brazzaville, au pouvoir depuis plus de 40 ans, a annoncé sa candidature à la présidentielle du 15 mars. Il l'a déclaré devant une foule réunie dans le sud du pays. En Tunisie, l'arrestation du député Ahmed Saïdani marque un nouveau tournant dans la répression des voix critiques. Le féroce opposant du président Kais Saied, Saïdani l'avait récemment tourné en dérision sur Facebook. Depuis la dissolution du Parlement en 2021, les arrestations d'opposants, journalistes, activistes se multiplient. Le président dément toute dérive autoritaire, évoquant une volonté de nettoyage du pays. On passe au Nigeria, en particulier à Woro, l'un des 2 villages attaqués ce mardi et qui pense toujours ses plaies. Au moins 162 personnes sont mortes selon les Nations Unies. Le secrétaire général Antonio Guterres a fermement condamné l'attaque terroriste qui a vidé l'État de Kwara dans l'ouest du pays. Image commentée par Florent Rodeau. C'est l'un des pires massacres au Nigeria depuis plusieurs mois. 2 jours après la tuerie, voici à quoi ressemble Woro. En temps normal, plusieurs milliers d'habitants vivent ici, mais aujourd'hui, les rues sont désertes. Sur ces images, des locaux creusent le sol avec les moyens du bord, des tombes de fortune pour les dizaines de victimes. C'est trop. Rien qu'hier, on a enterré 75 cadavres. Il ne reste plus personne dans la communauté. Tout le monde a été tué ou a fait ses valises. Chef du village, Oumar Biosaliou a vécu mardi une nuit d'horreur. Sa maison a été incendiée, sa femme et ses 3 filles ont été enlevées. Ses 2 fils, eux, ont été tués devant ses yeux. C'étaient des gens très bien et ils les ont brûlés. Dans l'état de Kwara, la menace est double. D'un côté, il y a les groupes armés qui pillent les villages, kidnappent et terrorisent les habitants.
De l'autre, une menace djihadiste partie du nord-ouest du pays et qui s'étend désormais vers le sud. Le président nigérian Bola Tinubu a attribué l'attaque terroriste à Boko Haram. Il a ordonné le déploiement de l'armée pour sécuriser la zone et tenter de retrouver les personnes enlevées. Des kidnappings devenus ces dernières années monnaie courante au Nigeria. Celui du 18 janvier dernier a connu ce jeudi une fin heureuse avec la libération des 80 derniers chrétiens enlevés dans des églises. Les États-Unis ont prolongé d'1 an l'AGOA, un accord clé qui permet à une trentaine de pays africains d'exporter sans droit de douane vers le marché américain. Une décision jugée insuffisante qui inquiète industriels et syndicats, notamment au Lesotho, en Afrique du Sud et au Kenya. Là-bas, ce sont les usines textiles qui respirent après la prolongation de l'accord. Les industriels craignent pour l'emploi et l'investissement néanmoins. Clarisse Fortuné. Dans cette usine de Nairobi, les machines tournent à plein régime. Les ouvriers fabriquent et emballent des vêtements destinés au marché américain. Des exportations rendues possibles par l'AGOA. En vigueur depuis 25 ans, cet accord permet aux pays africains de vendre certains produits aux États-Unis sans droit de douane. Mais son expiration l'an dernier a perturbé le secteur manufacturier. Cette semaine, le président Donald Trump a annoncé une prolongation d'1 an jusqu'à fin 2026. Une bonne nouvelle, mais un répit temporaire. C'est une excellente nouvelle pour nous, mais aussi pour tous les pays subsahariens bénéficiaires de l'AGOA. Même si cela ne dure que peu de temps, cela reste une excellente nouvelle. Pendant la suspension de l'accord, certaines entreprises ont dû absorber des droits de douane supplémentaires pour conserver leurs clients américains. Sur les chaînes de production, l'incertitude a aussi pesé sur les salariés. Nous étions très inquiets, même les travailleurs. La majorité d'entre eux étaient morts d'inquiétude car ils ont des enfants scolarisés. L'AGOA fournit des dizaines de milliers d'emplois dans 32 pays africains. Mais sans engagement à long terme, les investisseurs pourraient se détourner du continent. Pour les industriels africains, le répit est réel, mais fragile. Et pour aller plus loin sur ce dossier de l'AGOA, on retrouve Serge-Éric Meignier, essayiste, consultant en intelligence en marché en Afrique, à la tête du cabinet Grassfields Ventures. Merci à vous, Serge-Éric Meignier, de nous retrouver sur France 24 dans le JTA. La reconduction d'1 an de l'AGOA ne semble pas suffisante, on l'entend dans ce sujet sur le Kenya, selon les industriels qui craignent pour l'emploi et l'investissement. Expliquez-nous pourquoi. Oui, en réalité, merci de me recevoir ce soir. En réalité, c'est surtout un mauvais accord, pour le dire directement. Parce qu'en réalité, c'est que l'accord précédent n'était pas aussi strict au niveau des conditions. Là, il se pose deux problèmes pour les producteurs africains. C'est comment sécuriser des expéditions de marchandises avec une vision à très court terme en réalité, parce qu'ils n'ont qu'une année pour pouvoir le faire. Donc en termes de contraintes, c'est beaucoup plus resserré. Donc il y a beaucoup de mal pour eux à se projeter là-dessus. Ce n'est pas la meilleure façon qu'ils pouvaient espérer entrer dans le marché, sur le marché américain. Pour moi, je pense que Trump aussi a voulu profiter de cet accord, effectivement, pour permettre aux entreprises américaines de retrouver le marché africain qu'elles commençaient à délaisser. Et puis surtout, barrer une fois de plus la route à la Chine. Pour moi, c'est le vrai enjeu derrière ça. Je vois mal comment les exportateurs américains, surtout dans le textile, parce que c'est eux qui sont surtout concernés, on parle d'une très petite partie de la population africaine Oui, bien sûr. qui dépend de l'AGOA. Mais alors justement, réalité. on a entendu une trentaine de pays concernés, 25 ans que l'accord existe ou, j'allais dire, essaye d'exister. Quel bilan est-ce qu'on peut dresser de l'AGOA finalement ? C'est tout le problème, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a marché à basse intensité, déjà parce que ça ne concernait pas beaucoup de pays sur le continent. Sur les 54, il y en avait entre 28 et 32 qui étaient concernés par ça, et encore c'était dans des secteurs très précis, c'était dans le textile, on l'a rappelé tout à l'heure, l'agroalimentaire également.
Et c'était sur des segments de marché bien précis. Donc, la masse de personnes qui pourraient espérer tirer profit de cet accord est finalement faible au regard, effectivement, de la population et du nombre d'entreprises Concerné. totales en Afrique Alors, concernées. Serge-Éric Meunier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Quelle politique publique africaine aurait dû accompagner l'AGOA afin de permettre, j'allais dire, faire en sorte que ce soit un véritable tremplin d'industrialisation pour le continent africain? Ben, il aurait été intéressant, effectivement, de diversifier d'autant plus les produits, d'augmenter le nombre de produits que les Africains vendent aux États-Unis Mhm. et négocier effectivement que les conditions s'appliquent à tous les autres produits. Ça reste un secteur limité parce que les Américains derrière aussi protègent certaines activités. Donc, le fait que certains produits restent exclus du marché de l'accord de l'AGOA n'est pas avantageux, c'est pas un bon accord. Ce que les pays africains auraient pu aussi faire davantage, effectivement, c'est de créer un AGOA à eux. C'est-à-dire que mettre aussi des contraintes. Par exemple, là, il y a des produits américains qui vont arriver en contrepartie en Afrique. Les Africains auraient pu demander en contrepartie qu'il y ait certains produits, par exemple, qui menacent les industries locales, qui ne soient pas acceptés dans l'accord, parce que derrière, les Américains, ils produisent beaucoup plus, et ils ont un potentiel plus important pour déverser énormément de produits en Afrique, bien qu'on comprend aussi l'idée derrière, c'est de court-circuiter la Chine. Au fond, est-ce qu'il fallait se battre pour un accord AGOA 2.0 ou alors il aurait fallu mettre toute son énergie sur la ZLECAf, par exemple, cette zone de libre-échange entre tous les pays africains? Qu'est-ce que vous en La pensez? SLECAF la SLECAF me paraît beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que l'AGOA, dans les meilleures années, elle n'a pas représenté 2 milliards de dollars. Donc, on reste vraiment sur des montants assez faibles. Effectivement, la SLECAF a un potentiel beaucoup plus important. Si tous les marchés du continent africain, des 54 pays, autorisent le transport de marchandises sans contrôle aux frontières et sans droit de douane, le potentiel pour les entreprises africaines est beaucoup plus important que ce qu'elles peuvent espérer au niveau de l'AGOA. Et d'autant plus que la ZLECAf aussi permet de dynamiser l'industrie africaine parce que effectivement, les entrepreneurs vont s'organiser pour pouvoir offrir des produits adaptés au continent. Il y a derrière tout un réseau de transporteurs qui va se créer, de nouvelles normes, etc. Donc c'est beaucoup plus dynamique et les gains en termes financiers sont beaucoup plus importants, clairement. Merci beaucoup, Serge-Éric Meunier. Merci beaucoup pour ce décryptage sur Merci de m'avoir l'AGOA, invité. dont on comprend que ce n'est pas un très bon accord, que ça ne concerne pas beaucoup de monde et que, effectivement, c'est une stratégie pour contrecarrer l'influence de la Chine. Merci beaucoup. Merci et à très vite dans le JTA sur France 24. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour finir ce journal, un adieu à l'un de nos regrettés directeurs qui nous a quittés la semaine dernière. Jean Le Sueur était un grand journaliste. Il a fait partie des fondateurs de notre chaîne en 2006, avant d'en être le directeur de 2010 à 2011. On lui doit beaucoup, dont notre passage aux 3 langues, avec un seul langage, aimait-il dire, celui du journalisme indépendant, objectif, rigoureux, inspiré par les valeurs universalistes, sinon universelles. Et en plus de son professionnalisme, il était d'une bienveillance rare dans ce métier. Mes pensées, évidemment, vont à sa famille, ses proches et ses amis. Et c'est ainsi que nous fermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir pour Jean, évidemment, de Caen au Vermont en passant par Paris. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.